J'ai des réponses pour vous, naturellement, mes chers compatriotes. Le truc qui m'a fait passer de 0 à 1 million d'euros générés, en fait, il faut comprendre quand je dis plus d'1 million d'euros générés, tellement je compte plus, c'est pour moi et mes clients. Mes stratégies ont permis de générer pour moi-même et pour le compte de tous mes clients plus d'1 million d'euros. Donc, c'est ma compétence, my high value incoming skill. Ce qu'on appelle high value incoming skill, c'est une compétence à fort potentiel de revenus, tout simplement. C'est une compétence tout simplement sur le marché où il y a une forte demande et, à contrario, il y a une très faible offre. Donc, moi, j'ai cette compétence-là qui est le webinar building, qui consiste à aider les coachs formateurs à mettre en place un système de conférences en ligne pour eux, pour qu'ils puissent mieux vendre leur programme de formation, leur programme d'accompagnement. En contrepartie, moi, je prends tout simplement entre 30 et 50%, ça dépend vraiment du deal, des revenus, des bénéfices vraiment générés par leur programme là. C'est comme ça que j'ai pu aider. Alex Hitchens a fait plus de 375 000 euros, donc j'ai plus de 30% de ça et plusieurs autres coachs, et voilà comment j'ai généré plus d'1 million d'euros. Je m'assurais d'avoir une connexion Internet. Aujourd'hui, il y a plein de coins pour avoir la connexion Internet gratuitement et tout. Et sur les 3 prochains mois, j'aurai de quoi manger. Au moins manger 2 fois par jour, l'idéal. Une fois aussi, c'est pas trop grave. J'irai passer un mois sur le marché anglophone. Je choisirai une compétence. Et quelle compétence je choisirai? Si je débute, je commencerai par le media buying, notamment la création de publicité Facebook. Je vais me former sur le marché américain. Je consomme absolument toutes les vidéos. Vous pouvez aller sur YouTube, How to run ads with Facebook ads. Vous allez voir des Anglais qui font des vidéos de 7 heures. Il y a tout ce que vous devez apprendre sur le media buying là. Donc, vous apprenez ça concrètement pendant un mois, vous formez. Et pendant ces un mois aussi, déjà dès la deuxième, la troisième semaine, commencez par poster du contenu sur vos réseaux sociaux, interagir avec les personnes qui sont potentiellement intéressées par tout simplement ma compétence, des personnes qui ont besoin de trafic, c'est-à-dire des coachs, des gens qui ont besoin de visibilité tout simplement. Je vais les ajouter, je mets du contenu, je discute avec eux, c'est quoi leur problématique et tout. Et je commence par proposer mes services. Et au bout d'un mois, rapidement, j'ai mon premier client juste avec mon smartphone. Et le truc, c'est que quand le premier client me paye, je peux l'utiliser même pour payer un ordinateur. Ok, voilà. Oui, j'ai déjà galéré à vendre quand je débutais. C'était lors des appels de closing. En fait, je me sentais pas légitime. J'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Je tremblais dans les appels de closing à dire le prix. Je me disais, OK, dans l'appel, je lui dirais 1500 euros. Je suis bloqué, je suis verrouillé sur ça. Mais je me retrouve à dire 200 euros, 300 euros, personne. Juste parce que j'avais cette peur-là et tout. Donc, je galérais énormément à vendre. Et en fait, littéralement, la vente, c'est de l'énergie. En fait, quand tu n'es pas confiant, tu n'as pas confiance en toi, l'autre partie le sent automatiquement. C'est pas quelque chose que tu peux masquer, c'est quelque chose que tu peux travailler, mais en fait, c'est ce que tu dégages en fait. Impossible de masquer ça. Donc, comment j'ai passé ça? C'est tout simplement en vendant tout et rien. Ceux qui me suivent le savent, depuis 2020, 2021, 2022, je vendais tout ce que je trouvais. Tout ce que ma main touchait, je vendais. Que ce soit des livres de développement personnel, que ce soit des liens de groupe WhatsApp, que ce soit des audios sur la visualisation, méditation guidée pour attirer l'abondance financière. Oh, moi, je n'avais pas l'abondance financière dans ce temps. Je revendais tout ce que je trouvais, que ce soit physique, virtuel. Je vendais absolument tout et je m'entraînais sur mes amis. J'ai vendu des dingueries à certains de mes potes, tu vois. Donc, je m'entraînais au closing sur eux. Je vendais tout et rien à tout le monde. Et les gens me connaissaient même en ce sens-là. Et le gars, hein, pas venir vers lui, automatiquement, la discussion se transforme en appel de vente, tu vois. Donc, voilà comment moi j'ai surmonté ça. C'est en pratiquant plus, en vendant plus de choses aux gens que j'ai pu avoir la confiance pour dire des prix plus élevés quand je montais même plus en compétences. Ok, la différence entre un entrepreneur qui stagne et un autre qui scale, c'est que l'entrepreneur qui stagne, il va disperser son attention sur beaucoup de choses. Peut-être qu'il n'a pas encore de clarté sur ce qu'il fait, pas forcément qu'il n'est pas compétent, qu'il a les compétences, mais en fait, il aura son attention sur beaucoup de choses. Il veut faire telle opportunité, il veut faire ci, il veut utiliser telle ou telle stratégie, et en fait, il se retrouve à tourner en rond. Il se retrouve dans la roue du hamster. Il est compétent peut-être, ou peut-être pas, mais il veut tout faire à la fois, il veut mettre 2 doigts dans le même narine, comme on dit chez nous enfants, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi aujourd'hui il stagne. Et la différence entre lui et un entrepreneur qui scale, c'est que lui, il a une méthode claire, testée, éprouvée. Il met son focus là-dessus. Peu importe l'opportunité qui vient, que ce soit NFT, crypto, produits digitaux, je sais pas. Peu importe l'opportunité du moment, il est focus dans ce qu'il fait. Il ne drift pas. C'est pas un drifter, c'est un driven. C'est quelqu'un qui est drivé par une mission de vie et il est vraiment focus dans ce qu'il fait. Un drifter, c'est quelqu'un qui est sans ambition, qui n'a pas de motivation, qui se laisse guider par ses émotions. Un driven, c'est un concept de Napoléon Hill, c'est
quelqu'un qui est tout simplement dirigé par sa mission de vie et est focus uniquement sur ses objectifs. Il fait une source de trafic, un tunnel, une seule offre jusqu'au million, voire même pourquoi pas les 100 millions. Donc aujourd'hui, la différence entre un entrepreneur qui stagne et un entrepreneur qui scale, c'est tout simplement le focus, la clarté et la vision. Le fait d'être soit un drifter ou un driver. Un entrepreneur qui stagne, c'est un drifter. Drifter, vous l'aurez compris, c'est voilà, il fait les zigzags et tout ça. Et un driver, il est vraiment motivé, il va tout droit en fonction de ses objectifs. Quasi-totalité des formations qui promettent des résultats en 30 jours, c'est de la merde. Certes, il y a certaines qui font l'exception, mais en fait, ça va dépendre du contexte, de la cible, en fait. Si tu commences de zéro et qu'on te donne une méthode pour faire, 1000 € par mois en 30 jours, ça va être compliqué, mon ami. Surtout quand tu es en Afrique, ça va être compliqué. C'est pas impossible, il y a des exceptions, mais ça va être compliqué. Toutes ces personnes-là qui vous vendent des formations comme ça, ils vous vendent de la merde, ils veulent juste prendre votre argent et se tailler. Généralement, c'est pas les gens qui sont là pour faire long feu, quoi. C'est des gens qui sont là pour juste faire un coup et partir. Parce que il y a plusieurs contextes à prendre en compte. Les personnes qui vont rejoindre ce genre de formation, c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance. Or, il faut un certain niveau donné avant de commencer par avoir des résultats. Et minimum sur Internet, si vous voulez avoir des résultats, c'est 90 jours. Minimum. Parce qu'il y a pas mal de choses à comprendre, pas mal de choses à faire. Et généralement, les personnes qui entrent dans ces formations et qui ont du résultat en 30 jours, c'est des personnes qui avaient déjà mis des bases auparavant, qui avaient déjà fait des trucs, des opportunités, qui avaient déjà des bases. Et quand ils viennent, ils explosent. Et vous allez croire que vous êtes maudit par votre village ou votre grand-mère, ou c'est par vos tantes. Or, personne n'a rien contre vous. C'est tout simplement que vous n'êtes pas dans le même contexte que ces personnes-là. Dans la formation-là, les mythos-là devraient arrêter de vendre ce genre de formation. Minimum, c'est 90 jours, quoi, ou même 180 jours. Parce que le truc, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont plus intelligentes que d'autres. Ça reste à prouver, hein. C'est scientifiquement prouvé. Les personnes à qui tu vas donner une information et boum, ils appliquent et ils ont des résultats. Ça dépend aussi de leur constitution énergétique, en fait, de leur aura, absolument. Beaucoup de choses entrent en compte. Et il y a d'autres personnes qui, à contrario, vont avoir besoin de répétition, vont avoir besoin de ok, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Je dois faire ça pendant plusieurs moments. Je suis une quiche, je dois apprendre à faire ci et ça d'abord. Qui n'arrivent pas tout simplement à vite capter l'information. En fait. Donc, ces genres de personnes prendront plus de temps à avoir des résultats. Peut-être quand elles vont comprendre le truc, elles vont capter, elles vont exploser les personnes qui ont capté le truc en un seul coup et qui ont eu des résultats incroyables. Donc, mais toutes les personnes sont différentes et même génétiquement, on est totalement différents. Donc, voilà mon avis sur les formations de 30 jours. Je dirais, en soi, il n'y a pas de mauvais terrain pour lancer un business digital. Tous les terrains sont favorables parce qu'un business digital, tu as juste besoin de quoi? De la compétence, de la connaissance, d'une connexion Internet, un téléphone ou un ordinateur. Et ça, c'est retrouvable dans tous les coins du globe, notamment dans tous les pays du monde. Au moins, il y a quand même un ordinateur et tout. Donc, tous les terrains sont favorables pour lancer un business en ligne. L'Afrique est compris. Mais est-ce que l'Afrique est le meilleur terrain pour lancer un business en ligne? Je ne dirais pas oui parce que il faut comprendre en Afrique, on a beaucoup de contraintes. Les contraintes des moyens de processeurs de paiement, des blocages et tout ça à cause des shadow banks, les plateformes internationales, les banques internationales. Mais sur certains pays africains, par exemple, si tu es au Bénin actuellement, tu peux même plus créer un code Wise, automatiquement créé, automatiquement bloqué à cause de ce process-là, des cybercriminels, de ce phénomène-là. Et on est mal vu par les plateformes européennes. Et en fait, le numérique n'est pas encore totalement bien développé dans certains pays. Dans tous les pays d'Afrique, certains sont plus en avance que d'autres. Mais en fait, c'est toujours compliqué, quoi. Et en fonction des pays africains aussi, ça va diversifier. Par exemple, la réalité en Afrique du Sud, au Rwanda, Kigali, à Dakar, au Ghana, à Accra, en Côte d'Ivoire ou encore au Nigeria même, ce n'est pas du tout la même réalité qu'au Togo, au Cameroun, au Gabon, même au Bénin. On fait beaucoup d'efforts, on est en train de venir à grands pas et on va même exploser d'autres pays. Mais en fait, c'est des contextes totalement différents. Et déjà même, le contraste entre les pays anglo-saxons, africains et les pays qui ont été colonisés par la France et tout ça, il y a un gap énorme en fait en termes d'évolution technologique. Et donc, l'Afrique n'est pas un mauvais terrain pour lancer un business en ligne. Mais est-ce le meilleur? Je ne crois pas vraiment. Donc, voilà. Them what they want. Demande-leur ce qu'ils veulent et donne-leur ce qu'ils veulent tout simplement. Et c'est un concept de Kelly Kali Poulin. C'est des gens qui ont fait plus de 100 millions de dollars avec leur offre en vendant des suppléments alimentaires et tout dans la niche du fitness et tout, certifié par ClickFunnels, l'outil numéro 1 de marketing au monde, je crois. Il va plus d'1 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est tout simplement, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Il faut satisfaire au dialogue intérieur de la personne. Parce qu'une offre, c'est quoi? C'est répondre tout simplement à un besoin
besoin d'un marché ou d'un groupe d'individus donné. Et si on veut rester dans les thèmes simples, la meilleure des choses à faire, c'est de demander aux personnes ce dont ils ont besoin. Il ne faut pas aller sur ChatGPT et lui demander, OK, voilà mon avatar client, il a besoin de ci, il a besoin de ça, dis-moi quoi c'est contrainte, c'est frustration. Il vous donnera à peu près approximativement des choses qui vont vous permettre de faire les premiers résultats. Mais si vous voulez vraiment scaler, aller en profondeur, il va falloir écouter le dialogue interne des personnes de votre type. Et ça, on le sait tout simplement en leur demandant ce qu'ils pensent. Comment moi je fais? J'envoie un formulaire, je fais une Ask Campaign, j'envoie des questions, j'envoie un formulaire aux personnes, ils répondent, c'est quoi leur désir, leur peur, leurs contraintes, leurs frustrations, demander même leur âge, combien ils gagnent par mois et tout, quel type de business serait plus adapté à eux, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Et en fonction de ça, je fais un triage, je vois que voilà ce qui revient le plus, c'est ce qu'ils ont envie d'avoir. Et je leur donne tout simplement ça. Et ça, je fais en moins d'une semaine. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres trucs. On va pas rentrer dans les détails de l'offre, le contenu de l'offre, l'urgence, la rareté, le prix, tout ça. Ça va être trop dithyrambique, mais en gros, voilà mon process pour créer une offre irrésistible. Dire que je suis totalement focus dans ce monde où des gens payent des centaines de milliers de dollars à des personnes qui ont fait bac plus 8, bac plus 15, où leur rôle, ils mangent, ils boivent, ils se réveillent, c'est de te rendre plus addict, c'est de te distraire tout simplement. C'est impossible. Tu ne peux pas combattre des GAFAM parce que leur budget pour te distraire, c'est colossal. En fait, ils travaillent avec des gens qui maîtrisent la psychologie humaine au peigne fin, tu vois. Donc, c'est impossible de dire que voilà, je ne suis pas distrait parfois, mais à contrario, qu'est-ce que je fais pour être focus dans ce monde qui distrait? Moi, j'ai des plages où je suis focus et des plages où je suis en roue libre. Qu'est-ce que je fais quand je suis focus? Je me déconnecte d'absolument tout. C'est un moment où vous n'allez pas me voir faire mes posts sur Facebook, vous n'allez pas me voir scroller sur TikTok, pas faire énormément de stories WhatsApp. Je réponds à personne, je rentre un peu dans ma bulle et quand je me réveille, c'est vraiment focus sur ce que j'ai à faire. Et déjà, quand je finis à 14h, à la suite de la journée, je la passe à faire des trucs chill et tout. Naturellement, le soir, je suis fatigué, donc je vais au lit. Donc, je fais ce qu'on appelle le time blocking. Quand je me réveille, j'ai une application sur mon téléphone là qui s'appelle Opal et qui, de 9h à 17h, bloque les applications distrayantes. Donc, que ce soit TikTok, Snapchat et tout. Cette application-là bloque cette application distrayante. Et en fait, ça me demande un code pour entrer dans ces applications-là que je n'ai pas. Et donc, quand c'est bloqué comme ça, je peux plus être distrait. Je me réveille, focus, je fais mes méditations, j'attaque directement ce que je dois faire. Parce que moi, j'aime souvent travailler les matins. Donc, de 5h, 6h du matin jusqu'à midi, 13h, 14h, je suis locké dans ce que je fais pour les tâches les plus productives. Et après, dans la suite de la journée, ça peut être des appels, des trucs comme ça et tout. Et le soir, quand je finis, je vais m'entraîner, kickboxing, MMA, taekwondo. Ça dépend de mon humeur ou je vais tout simplement à la salle. Je reviens naturellement fatigué et rebelote pendant 10 jours, 14 jours de la semaine et l'autre moitié du mois. Je peux être chill, mener ma vie comme je veux, quoi. Tu vois. Je m'impose une discipline et j'avance aussi au feeling. Je suis un mix des deux parce que j'ai testé les deux et en fait, tester l'un sans l'autre, ça ne m'avantageait pas et tu cours littéralement à ta perte. J'ai été discipliné pendant longtemps et tout et qu'est-ce qui s'est passé? Burnout. Parce que tu travailles tellement ou tu te rends compte à un moment, tu as des états dépressifs beaucoup trop souvent parce que il y a un concept qui dit que si tu restes enfermé, tu ne socialises pas minimum 5 heures dans ta journée, c'est que tu es naturellement dépressif ou tu as plus de chances d'être malheureux dans ta vie, tu vois. Et donc, moi, j'ai testé ça pendant longtemps, focus, hard work, dedication, vous me connaissez et tout. Dépression sur dépression, les soirs, je me sentais comme une langouste. Je voyais que j'avais une vie de merde. Oh, littéralement, j'avais tout ce que je désirais. Bon, pas tout, mais en fait, j'ai le minimum, quoi, en fait. Et je ne devais pas être dans ces états dépressifs-là. J'ai aussi testé, avancer avec les feelings. Et littéralement, je ne fais pas d'argent quand je suis comme ça. Je suis en roue libre et ce n'est pas du tout bien. Donc, ce que moi, je fais, c'est en fait le mix des deux, discipline et feeling. Donc, et pour faire ça, et pour ne pas être corrompu par ses émotions, il faut être vraiment assis. Il faut avoir un socle énergétique, genre bien méditer et ne pas se faire distraire par ses pensées parce que tu vas vouloir être discipliné et ton corps te dira vas-y, prends une pause. Oh, ce n'est pas le moment de prendre peut-être cette pause-là. C'est une mauvaise intuition que tu as. Donc, être vraiment aligné, ancré pour pouvoir distinguer quand il faut dire oui à ses émotions et quand il faut leur dire non, et tout simplement. Je vais manger quoi? Si j'abandonne, je vais manger quoi? J'ai eu des moments de doute, de remise en question, souvent, parfois très longs, mais je n'ai jamais pensé à abandonner. Vas-y, si j'abandonne, je vais manger quoi? Loyer, l'eau, mets le loyer en souhait.
qui va payer le loyer, qui va payer les factures et tout ça. Moi, il y a beaucoup de responsabilités. Donc, je n'ai jamais pensé à abandonner parce qu'il faut savoir que moi, je n'ai pas de diplôme universitaire. Je me suis arrêté en deuxième année d'université. Quand je suis dans ce contexte-là, je fais quoi? Je suis entrepreneur, c'est ce que je fais que je mange. Donc, tu abandonnes, tu te retrouves à la rue et sans oublier que tu n'es plus seul en fait. Parce que si tu étais seul, tu pouvais faire ce que tu veux de ta vie, mais en fait, il y a d'autres vies qui dépendent de toi. Tu ne peux pas te permettre de faire du n'importe quoi et jamais penser à abandonner quoi. Toujours avancer, avancer. Il y a des moments de doute, de crainte, des moments où on pleure même. C'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé en 2021, je crois. Mais jamais penser à abandonner. Toujours avancer, se poser, revenir, réécrire ses objectifs et son pourquoi et avancer quoi. Donc jamais penser à abandonner. Toujours avancer. Ah ouais, totalement. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai ressenti même à mes débuts. Je l'ai ressenti beaucoup de fois et c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Je l'ai plié, je suis monté en compétence, je l'ai jeté à la poubelle. Et donc, voilà tout simplement, si aujourd'hui vous ressentez le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement que vous n'êtes pas encore assez confiant dans ce que vous faites, vous n'avez pas encore des preuves, vous n'avez pas encore ce shift-là mental pour tout simplement passer au-delà de ça. Parce qu'en fait, c'est la peur. Et la peur, c'est juste une appréhension. En fait, la peur ne te dit pas ce qui va se passer, mais elle te dit plutôt comment ressentir ce qui va potentiellement se passer. Or, ce qui va potentiellement se passer, c'est potentiellement, c'est peut-être, c'est pas 10% de chance que ça arrive. Et généralement, ça n'arrive jamais. Et donc, voilà comment moi je nique le syndrome de l'imposteur. Je monte en compétence. Donc, si tu as aujourd'hui le syndrome de l'imposteur, c'est que tu n'es pas encore passé à l'action, tu n'as pas encore testé. Et en fait, si tu as peur, dis-toi, la pire des choses qui puissent m'arriver aujourd'hui, c'est quoi? Les gens se moquent de moi, les gens me cancellent sur Internet, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la pire des situations? Au pire, personne ne pourra lancer une publicité sur toi et dire, voilà, tu as fait mal ou tu as échoué. Non, who cares? Personne n'attend les gens, leurs problèmes, tu vois. Tu fais ton truc, tu échoues là, dans ton coin, ils ont leurs problèmes. Hein. Ne t'inquiète pas, les gens, ils ont leurs problèmes. Ils ne vont pas te calculer, tu vas continuer ta vie, tu reviens encore le lendemain, tu montes en compétence, tu es bon, ils vont, les mêmes personnes là vont encore payer chez toi. Donc, la peur, c'est juste une appréhension. En fait, on ne naît pas. Toutes les peurs qu'on a aujourd'hui, ce sont des peurs acquises. Sinon, on est avec deux peurs. La peur des bruits forts et la peur de tomber. Et toutes les autres peurs, la peur du magouilla, peur d'échouer, l'ego, tout ça, c'est des peurs qu'on a acquises à cause de nos paradigmes. Syndrome de l'imposteur, la meilleure des choses à faire, c'est de monter en compétence, de tester, d'échouer parce que tu vas échouer. Inévitablement, tout le monde échoue. Donc, mieux que tu échoues vite, tu apprends, tu te relèves et tu deviens meilleur. En fait, moi, j'ai toujours eu une seule devise en laquelle j'ai toujours cru, c'est que tout finit toujours par s'arranger. Je dis bien, tout finit toujours par s'arranger. Et ça, je l'ai pris de Kevin Trudeau. Et en fait, quand tu fais le paradoxe, le parallèle avec ta vie, c'est que tu vois que tout finit vraiment par s'arranger, quoi. Tu vois, donc, peu importe la pression que tu as, si les résultats ne viennent pas, la vie, c'est des cycles. La manière dont tu pensais hier, ce n'est pas la même manière dont tu penses aujourd'hui. Et ton état d'il y a 5-10 ans, ce n'est pas le même état actuel. Tu as forcément eu une évolution aussi minime qu'elle soit. Donc, moi, je continue toujours de croire, je travaille, je continue et je sais que s'il n'y a pas encore de résultats, c'est qu'il y a un truc que je n'ai pas encore compris. Un truc peut-être que je prends trop en généralité, mais auquel je devais toucher à une échelle microscopique pour pouvoir vraiment entrer dans l'esprit de la chose et avoir des résultats. Je continue tout simplement par travailler et je cherche où je fais mal. Et en fait, tu peux faire tout ça et ne pas aussi avoir des résultats. Donc, peut-être que cet objectif-là, pour ce moment, ce n'est pas encore le tien. Donc, voilà, hein. Voilà comment moi je gère la pression quand les résultats ne sont pas encore. Mon plus gros échec jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir, je crois, mais est-ce que c'est vraiment un échec? C'est d'avoir fait un webinaire où j'ai mis $800 en publicité et je suis sorti avec 75 000 francs CFA, 115 € par là. Donc j'ai littéralement flop. Et ça, c'était voilà l'ère vraiment où je commençais vraiment les webinaires. Je n'avais pas encore la compréhension microscopique que j'ai actuellement des webinaires et tout. C'est mon plus gros échec dans les webinaires. Et 75 000 en live. C'est en même temps drôle, mais voilà quoi. J'ai appris de ça et en fait, je voulais copier un modèle sur le marché européen. Je faisais la même chose, mais ça a foiré ici quoi. Ça, pas entrer dans les détails. La blessure qui m'a le plus forgé, c'est une rupture amoureuse. Je dirais une tromperie. Je ne regrette absolument rien dans mon parcours. Si tout était à refaire, je ferais pareil. Peut-être avec plus de passage à l'action. Mais je ne regrette absolument rien dans mon parcours. Oui, c'est
normal et c'est humain d'être jaloux du succès de quelqu'un d'autre. Parce que vous n'êtes pas des robots, vous êtes un être de chair et de sang, moi y compris. Donc forcément, j'ai été jaloux du succès de quelqu'un d'autre. Je me suis dit, ah oui, c'est vraiment incroyable ce qu'il a aujourd'hui, mais moi si je travaille, mais pourquoi je n'ai pas ces mêmes résultats? Là où ça devient nocif, c'est quand tu commences pas à en vouloir à cette personne-là. Parce que cette personne, elle ne t'a rien demandé, elle ne t'a rien fait. En fait. Tu es seul responsable de tes merdes. Donc si tu prends cette jalousie que tu transformes en motivation, en gasoil, en foule pour travailler et avancer vers tes objectifs, c'est normal, c'est de la jalousie légitime, je dirais. C'est un sentiment et on est humain. Forcément, à un moment de ta vie, tu seras jaloux. Et à contrario, si tu transformes cette jalousie-là en haine contre cette personne où tu commences pas à vociférer, te blater des trucs bizarres et tout, avoir des comportements nocifs, toxiques, c'est là que ça devient vraiment problématique. Quoi. Donc, oui, j'ai déjà été jaloux des résultats de quelqu'un et tout. C'était en 2019-2020 quand ma maman était endettée. Bon, quand je dis vraiment endettée, c'est pas en mode elle s'est endettée, elle a mis dans un business et voilà, ça lui génère de l'argent. C'est pas cette dette-là. Elle était endettée jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de créanciers qui venaient à la maison chez nous et moi, j'étais obligé littéralement de cacher ma mère. Elle se cachait sous le lit et en fait, moi, je disais au type que voilà, ma mère n'est pas là et tout, elle n'a pas dormi à la maison. Et en fait, je me mélangeais même dans les mensonges. Elle n'a pas dormi à la maison hier. Le type m'harcelait, il me disait qu'ils vont amener la police et tout. Je dis qu'elle est venue hier soir, mais elle est repartie tôt ce matin pour aller chercher l'argent. J'avais quoi, 17, je sais pas, 18 ans. C'était vraiment un conflit intérieur à cet âge-là avec moi-même. J'avais littéralement une perte d'identité. Ça m'a brisé. Je perdais confiance en moi. Et un autre moment, c'est quand en fait j'avais commencé, j'enseignais ma compétence. J'aidais les gens à avoir des résultats sur Internet, mais moi-même, je n'avais pas de résultats. Donc, devant mes élèves, je croyais que voilà, je faisais des sommes astronomiques et tout ça. Mais en fait, j'appliquais exactement tout ce que je leur disais, mais moi, j'étais dans une très mauvaise compétence dans le temps, dans une compétence low cheap. Donc, je me battais vraiment pour mon estime de moi-même. Mon ego prenait un gros coup. Cette période-là, je me battais vraiment pour garder la face. Là, direct, je dirais ma mère, parce que c'est une femme très courageuse. Je l'ai vue se battre contre vents et marées. Ma mère a fait des trucs incroyables pour nous nourrir. Elle a travaillé dans un entrepôt de bric-à-brac. Genre, tu vois ta mère qui soulève les frigos comme ça. C'est un peu hilarant, mais en fait, dans le temps, c'était pas du tout hilarant. Tu soulevais les canapés et tout ça pour avoir de quoi vous nourrir, payer votre scolarité et tout ça. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui me motive. Et quand je regarde derrière, je vois ma mère. Donc, c'est la personne qui m'a le plus inspiré. Oui, j'ai une cicatrice, j'ai même 2 cicatrices que les gens ne voient pas. J'ai cette cicatrice-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ma mère ne doit pas tomber sur cette vidéo, sinon je suis cuit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un samedi matin, j'étais en seconde. Les matins, naturellement, tu fais la lessive en fait. J'avais sorti mon linge sale pour faire la lessive. Dans la maison où on était, il y avait au dehors là une bouteille de champagne qui, depuis qu'on était arrivé, depuis 1 an et demi ou 2 ans, la bouteille était toujours là. Elle ne bougeait pas, mais moi ça me dérangeait en fait. Pourquoi la bouteille était là justement? C'est les idées bizarres que le diable te met en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait des briques entassées, empilées et tout. C'était pas des briques très très solides. C'était des briques qui étaient conçu avec le sable du bitume, tu vois, le sable de la voie et tout. En fait, quand les gens balaient et tout, il y a des personnes qui rachètent ce sable-là parce que c'est moins cher et ils l'utilisent dans les constructions. Et pour les gens qui font de l'immobilier, c'est très très mauvais de faire ça parce que les murs ne sont pas du tout solides et tout. Et donc, il y avait de ces briques-là. Et pendant ce temps-là, j'avais des fréquentations dans le temps qui parlaient des trucs de truands, de brigands et tout ça. Ils disaient, ah ouais, toi tu ne sais même pas casser une bouteille si une bagarre arrive, parce que j'étais à quoi pas une banlieue. En fait, quand tu es dans ce milieu là, en fait, il y a des fréquentations, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On me titillait dans le temps, toi tu ne sais pas casser une bouteille. Et on m'avait lancé un défi dans le temps, je crois, et je n'avais pas réussi à casser la bouteille. Ils sont tellement moqués de moi. Et ce matin là, je me suis réveillé, je suis allé au dehors, je sais même pas pourquoi. Et j'ai vu la bouteille là, j'ai dit, ah ok, c'est l'occasion pour moi de tester mes croyances et tout, de tester ma capacité à casser les bouteilles et tout. Alors, j'étais un enfant simple, j'étais un enfant de cœur, j'étais Samuel dans le temps. Et c'est pas ce qui m'a poussé à aller prendre une bouteille. J'ai pris la bouteille, j'ai cassé sur les briques là, et quand tu n'as pas cassé, ça commençait pas à m'énerver parce que en fait, ce que mes recommandations dans le temps disaient, c'était vrai en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu veux casser une bouteille, tu la prends comme ça, tu fais ça, mais moi je l'ai pris comme ça, je l'ai gardé comme ça, et j'ai fait ça. Et vu que les briques n'étaient pas trop solides, ta bouteille a cédé, ça s'est cassé, ça s'est enfoncé dedans. En fait, le moment où ça se casse et le moment où tu l'enlèves, moi j'ai trop forcé, et puis le tesson de bouteille qui s'était enfoncé dedans, ça m'a déchiré ici. Et ce jour-là, j'ai automatiquement lâché la bouteille et tout, j'ai
couru à la maison, il y avait le sang partout. J'étais mouillé de sang. Je suis revenu dans la chambre, ma mère dormait. Je ne savais pas comment faire. Je suis allé sous la douche, j'ai mis de l'eau pour que le sang arrête. J'ai commencé par prier pour que le sang s'arrête et tout. Et en fait, je ne savais littéralement plus quoi faire. J'ai mis un pain, j'ai commencé par attacher. Je suis venu s'asseoir au bord de notre porte là. Et c'est une dame qui était en face de nous qui a dit: Maman Rita, venez voir Milo, venez voir Milo. Je ne savais pas comment expliquer ça à ma mère que je suis allé casser une bouteille. Qui t'a envoyé? Alors en Afrique, même si tu es blessé, genre, il faut savoir que va te tabasser. On va te tabasser. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait sur les murs là un fer à béton qui était en haut. Et en fait, juste pour que les gens ne se blessent pas, ils ont couvert ça avec un truc là. Parce que c'était où les fils de séchage étaient. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté, j'ai enlevé la couverture là, je l'ai jeté. Et je leur ai dit que j'étais juste en train de nettoyer les fils de séchage là quand ma main est allée sur le fer à béton. Et que c'est le fer à béton qui m'a déchiré. C'était une grosse bêtise et ils ont pris le mensonge comme ça et tout. On était en débandade, on m'a amené à l'hôpital. Déjà, on m'a amené dans un premier hôpital. J'avais la chance que c'était la maman d'un ami qui était infirmière dans l'hôpital là, fidèle. Sa mère m'a dit: ok, bon, faites un sérum anti-tétanique, tétanos. Elle n'avait pas de fil de suture, donc on m'a d'abord fait le sérum. On est allé dans un autre hôpital et la douleur de ma vie. Je ne vous souhaite pas d'avoir des points de suture dans votre vie. Vous allez souffrir. Et en fait, c'était sans anesthésie. Sans anesthésie. Et on m'a suturé comme ça. C'était 1, 2, 3. C'était juste 3 fils de suture. Mais en fait, ma chair était fendue en 2. Et il fallait prendre dedans, mettre dans le second, sortir le fil, attache. J'ai souffert ma race. Ce qui m'a envoyé, moi-même, je sais plus. On m'a suturé, on m'a bandé, tout ça. Je suis revenu à la maison et pendant 2 semaines, je n'ai pas pu écrire en cours et tout. Et voilà, j'ai gardé cette cicatrice-là à vie. Et il y a une autre cicatrice. C'est dingue. Il y a une autre cicatrice ici où c'est mon professeur de français en classe de 5e qui me l'a fait, qui m'a marqué à vie. J'étais très bavard dans le temps, j'étais très agité. Il était allé à la surveillance et il a dit à la responsable: Jeannette, Jeannette, si tu suis cette vidéo, je t'en veux à mort pour ça. Et le jour là, je n'ai même pas bavardé. Je ne sais pas à quel moment j'ai bavardé et mon nom s'est retrouvé sur la liste. J'étais bavard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur, il est venu et pendant ce temps-là, il avait une courroie là, vous connaissez les courroies de moto là, et il nous frappait avec les courroies de moto. On était en 5e. Et quand il te frappe, ce n'est pas dans la main, il te frappe ici. Il te frappe ici, dans les avant-bras ici. Il m'a vraiment laminé ce jour-là. Il y a eu une cicatrice là, il y a eu une grosse plaie. Je me rappelle même, j'ai dit à ma maman, je voulais lui cacher à que c'est en descendant des escaliers, je me suis blessé avec le fait des escaliers. Mais elle a voulu savoir la vérité et tout. Et je lui ai dit que j'ai bavardé, on m'a tapé. En fait, ma mère n'aimait pas qu'on tape ses enfants à l'école. Donc, elle est venue voir le professeur de français, qu'elle n'aime pas que de ne plus taper son enfant et tout. Depuis ce jour-là, on ne me tapait plus. Mais monsieur Lokono Ernest, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Bon, en tout cas, ça passe quand même. Voilà les cicatrices que j'ai. Elle s'entend déjà pas son nom. C'est devenu libre avec les webinaires parce que moi, les webinaires, c'est ce qui m'a rendu libre. Si j'ai pu voyager dans plusieurs pays, si je peux subvenir aux besoins de ma famille, c'est grâce aux webinaires. Les webinaires m'ont tout donné. Et en retour, moi, je veux redonner. Et par quel moyen? Je sais faire qu'une chose, les webinaires. Donc, moi, ma mission derrière Freedom Webi, c'est que chaque individu, qui devrait posséder une et une seule compétence, ce soit la compétence des webinaires là. Parce que peu importe ce que tu fais, cette compétence-là, tu ne peux pas l'avoir et rester affamé. Jamais. Je prends mon exemple. Il m'est déjà, moi, arrivé des moments où je reviens vraiment dans le down, des moments où je n'ai plus que 200 000, des moments où je n'ai littéralement plus rien. Et en fait, je remets de l'argent en publicité, 300 € et boum, la semaine prochaine, je fais 2 millions. En fait, c'est une compétence qui te permet de sortir dans l'eau, quoi. C'est sortir dans l'eau vrai, cette compétence-là. Donc, moi, ma mission, c'est de doter chaque individu qui le veut vraiment et qui le peut, parce que tout le monde ne pourra pas non plus. Tellement simplifier le truc que peu importe qui tu es, peu importe ton origine, ton ethnicité ou quoi, tu puisses devenir tout simplement libre, tu puisses avoir cette ressource-là en toi, cette ressource-là sur le côté, te dis, ouais, j'ai une ressource sur laquelle je peux compter, même si je n'ai plus rien, je peux totalement me relever. Parce qu'en fait, la pire des choses qui puissent t'arriver dans la vie, ce n'est pas le fait
de tout perdre. Non, c'est la capacité à ne pas pouvoir te relever. Quand tu es dans cette situation, vraiment tu es mort. La capacité à ne plus pouvoir te relever ou à ne pas savoir comment te relever, c'est d'être pour toi, quoi. Et donc, moi, je veux vraiment éviter ça. Je pars du principe où si tu as la compétence, si tu as la connaissance, tu peux t'en sortir. Parce que ce qui me permet de vivre aujourd'hui, c'est la compétence, c'est la connaissance. Donc, si tu as la bonne connaissance, tu peux t'en sortir tout simplement. Donc, voilà, moi, mon objectif derrière. Que chaque humain qui rejoigne mon programme ait un asset sur lequel il peut compter, même s'il se retrouve dans des situations les plus déplorables. Je dis souvent que je veux créer un gros impact. C'est que quand on va dire sur Jeff Atolu, c'est qu'on doit me reconnaître comme le gars qui a le plus impacté de personnes dans ce monde. Et impacté, c'est au niveau de Nelson Mandela, Barack Obama, Mahatma Gandhi, si je peux bien sûr. C'est ce que je veux laisser. La réussite, c'est totalement un alignement avec soi parce que nous sommes tous différents, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Il y a pour certains réussir, c'est avoir de quoi manger, de quoi subvenir à leurs besoins fondamentaux. Et il y a pour d'autres, c'est s'expatrier, vivre à Dubaï, faire des dépenses folles, les supercars et tout. Donc c'est plus un alignement avec soi. Si tu es aligné avec telle ou telle chose et tu définis ta réussite par ça, c'est good. Ok, travaille pour avoir ça. Et si tu n'es pas aligné avec ça, avec la vision de l'autre, travaille pour avoir ce que toi tu veux. Donc la réussite, c'est totalement un alignement de soi. Tu peux ne pas vivre à Dubaï, tu peux avoir peu, tu peux gagner peut-être 100 000 francs par mois, 500 000 francs par mois. Ça, c'est pas moi ma réalité. Et être heureux, tu vois, et dire, ok, moi j'ai réussi ma vie, c'est ce que moi je veux. Ça, c'est toi. Donc, à contrario, pour d'autres personnes, c'est peut-être la merde, mais il ne faut pas juger sur ça. Chacun a ses objectifs et donc la réussite, c'est totalement un alignement personnel. C'est totalement faux. Même les personnes qui ne pratiquent pas de spiritualité, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne pratique pas de spiritualité dans ce monde? Alors, de base, nous sommes tous des êtres spirituels, en fait. Nous sommes tous des êtres spirituels. Tu es constitué de chair, de sang, tu as un corps vital, un corps astral. Donc, consciemment ou inconsciemment, tout le monde pratique de la spiritualité. Réussir sans spiritualité, c'est refuser son essence d'humain, son essence d'être, en fait. Donc, la spiritualité peut te faciliter certaines choses, peut te permettre de développer des dons que tu as déjà en toi, qui vont t'éviter beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant que si, même si tu te développes spirituellement, tu ne vas pas souffrir. Ah non, faut pas croire ça. Donc, réussir sa spiritualité, impossible. Si tu tombes un jour sur cette vidéo, sois bon, mais ne sois pas con. Personne n'a tort, personne n'a raison. Tout dépend de la réalité, des paradigmes de chacun. Ne juge pas, sache comment gérer ton argent. Apporte plus de valeur que tu n'en demandes. Et si tu perds tout, n'oublie pas qui tu es, d'où tu viens. Rappelle-toi que tout finit toujours par s'arranger. Cette phrase doit être ton credo. Sois toujours dans la gratitude, avec l'attitude et prends la patience comme ton arme. Car comme le dit Conor McGregor, patience is a skill we must master. Je ne te demande pas d'être parfait, mais fais en sorte qu'il y ait plus de personnes qui parlent en bien de toi qu'en mal de toi. Fais ce que tu penses juste en fonction des valeurs que je t'aurai transmises et des valeurs de notre famille. C'est compliqué. Si tu es homme, je prends le cas des hommes, tu auras une femme et la femme et le business demandent la même implication. Tu vois? Donc, à un moment, tu vas devoir faire un choix. Soit tu es la femme, soit tu es le business. Mais forcément, à un moment donné, tu vas sacrifier un. Donc, ce que moi, je conseille aux gens, c'est rester célibataire jusqu'au moment où tu te dis que, ok, tu as déjà tout construit et que voilà, tout est en autopilote. Tu veux construire quelque chose. Et même là encore, c'est un piège parce que la relation n'aura plus tout simplement de saveur. Donc, l'idéal à faire, c'est de trouver quelqu'un qui te comprend, qui accepte que tu n'auras pas du temps, tu ne seras pas forcément tout le temps là pour elle, que tu as des objectifs et que tu as une vision qui doit t'accompagner dans cette vision-là. Ou soit si vous faites tous les deux du business, c'est tant mieux, bon, bonne chance à vous. Mais c'est compliqué de construire une relation vraiment stable sans sacrifier son business. Il y aura des hauts et des bas, les femmes sont souvent très capricieuses. Tout ça à gérer, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais ça demande quand même un gros effort psychologique des deux côtés, quoi. Ça s'apprend vraiment. C'est pourquoi les gens deviennent vite chauds. Oui, j'ai déjà été brisé par une relation et qu'est-ce que ça m'a appris? Ça a tout simplement renforcé une chose, la transparence et la clarté, être transparent, être clair, être carré vraiment sur ses objectifs. Et vos histoires de 16 friends là, ça dure un mois. Si ça dure plus, vous attendez à quelque chose que
vous allez entrer dans un truc que vous ne contrôlez pas vous-même. Donc, ayez vos self-friends, mais que ça ne dure pas plus d'un mois. Si ça dure plus d'un mois, posez les bases, mettez les cadres. Sinon, vous allez tout simplement niquer vos relations, niquer vos émotions. Et voilà, le plus gros truc que moi, ça m'a appris, c'est ça. La clarté, la transparence. Et en fait, mettre des mots sur ce que tu ressens. Ne pas refouler ses émotions. C'est pourquoi, en fait, il faut poser les bases en fonction de ses objectifs, en fonction des objectifs de la personne et dire, OK, voilà là où je vais, voilà où je vais. Actuellement, nous sommes dans telle situation. Il ne faut pas avoir peur de discuter, de parler avec la personne. Si la personne doit s'énerver et doit prendre ça en mal parce que vous discutez, vous posez les cadres, vas-y, qu'elle se taille, tout simplement. Les hommes ne manquent pas, les femmes aussi ne manquent pas dans le monde. Et donc, c'est très, très important de poser les bases, de poser les cadres. OK, voilà ce dans quoi on est. Voilà moi où je vais. Mais OK, on va pas pouvoir continuer ensemble. Mais après, là où il y a le gros problème, c'est quand vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Là, vous êtes dans une merde monumentale qui ne dit pas son nom. Donc, avant de s'engager, il faut savoir ce qu'on veut. C'est impossible d'aimer quelqu'un profondément quand on ne s'aime pas soi-même parce que une relation amoureuse, c'est tu donnes de toi et je donne de moi aussi. On mélange tout ce que vous voulez, vos salives, vous mélangez tout ce que vous voulez, mais plus encore, c'est vos énergies que vous mélangez. Et en fait, la nature a horreur du vide. Si quelqu'un parmi vous n'a pas une énergie équilibrée ou a besoin d'énergie, forcément l'autre va combler ce vide-là. Et c'est des trucs que vous ne voyez peut-être pas, mais forcément l'autre va combler cette énergie-là. C'est pourquoi des fois, quelqu'un peut avoir des fuites d'énergie, quelqu'un peut se sentir après un rapport intime fatigué, l'autre très en forme. C'est tout simplement que l'énergie n'est pas équilibrée. Donc forcément, si moi j'en ai besoin et que toi tu en as plus que ce que tu devrais avoir, je vais récupérer. Et forcément, peut-être quand ça diminue, toi ta chose diminue, ça te fatigue. Et donc, c'est pourquoi il faut travailler sur soi-même, à être vraiment quelqu'un qui est en mesure de donner de l'amour avant de s'engager avec quelqu'un. Et il faut être sûr que l'autre personne aussi à travailler sur ça, c'est trauma, parce qu'on est dans une génération maintenant où on vit des trucs plus compliqués que nos parents. Je ne sais même pas si on explique nos problèmes à nos parents, ils arriveront à comprendre. Donc, il faut être dans ce truc-là, il faut cultiver le propre amour pour soi-même, il faut avoir une bonne estime de soi et être je suis d'abord avant de dire ok, je me mets avec quelqu'un. Et ça passe par les méditations, le pardon, le merci, la gratitude. Si vous voulez, il y a une méthode qu'on appelle le Ho'oponopono, ça s'appelle comme ça, où ça consiste tout simplement à dire pardon à les êtres visibles et invisibles que vous avez blessés. Merci, acceptez le fait qu'ils vous ont pardonné et tout, remercier, être gratifiant. Et ensuite, je t'aime pour leur envoyer de l'amour et vous donner du propre amour vous-même. Quand j'étais dans cette période, qu'est-ce que je faisais? Je faisais beaucoup le Ho'oponopono. J'allais me poser seul à la plage parce que moi, j'aime bien le bruit des vagues et tout ça. Je vais à la plage, je me pose, je reste seul et en fait, il faut apprendre à supporter la solitude. Tu vois, plus tu apprends à supporter la solitude, plus tu apprends à te supporter toi-même, plus tu apprends à t'aimer toi-même, plus tu apprends à te connaître toi-même. Et quand tu passes cette étape-là, tu pourras maintenant, ok, j'en ai assez, je veux quand même donner ce que j'ai par générosité et les relations, c'est complémentaire. C'est je te comprends, je t'aime et je te respecte, je te donne de moi, tu me donnes de toi, vice versa. Aimer profondément sans s'aimer soi-même, c'est impossible. Donc voilà ce que je vous recommande de faire. Aimez-vous vous-même, soyez seul et quand vous quittez une rupture amoureuse, passez en moyenne 6 à 9 mois. Ça peut être moins, ça dépend de comment vous récupérez avant de pouvoir vous engager dans autre chose. Ça va vous permettre de fermer les blessures du passé, de guérir les blessures du passé, de revenir, voilà, ok, maintenant j'ai oublié ça et maintenant passer à autre chose. La chose que je regrette de ne pas avoir faite avec une femme que j'ai aimée, ça c'était au collège, j'étais encore jeune, puberté, adolescence, tout ça. Et j'avais une copine qui était ma princesse et tout. On se faisait des bisous, mais genre pas plus que ça, quoi. C'était ma princesse à moi et tout. C'était ma reine, j'étais dans les histoires d'amour, tout ça. Et tout. Et plus tard, dinguerie, j'apprends que la meuf, elle se faisait déchirer par les gars du collège. J'ai eu mal et tout, ça m'a fait mal dans le temps et tout. J'ai pleuré pendant une semaine. J'étais jeune, j'ai pleuré pendant une semaine. J'ai pleuré pendant une semaine et voilà, j'ai regretté. Si j'avais écouté mes amis, je serais aussi passé par là parce que quand tu es ado, quand tu es jeune, tu as cette misère sexuelle là et tout. Mais, voilà.
Donc ça m'a fait mal dans le temps et tout. Mais plus sérieusement, ce que je regrette de ne pas avoir fait après dans une autre de mes relations, c'est de ne pas avoir posé les bases, de ne pas reconnaître à un moment que en fait j'étais piqué. Parce que tu sais, à un moment quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu suis beaucoup de contenu, tu te forges une certaine carapace là. Les femmes non, c'est l'argent ou rien, les femmes après, tu es dans ce mindset là. Et bizarrement, quand tu commences par fréquenter quelqu'un, tu te dis que voilà, c'est moi je domine. En fait, tu ne contrôles rien. Et à un moment, tu te retrouves à être piqué, mais tu veux toujours fuir cette réalité-là. Et ça amène beaucoup de merde, tu vois. Que moi je regrette ce truc-là. Et quelque chose que je regrette avoir fait dans mes relations, c'est d'avoir été toxique. En fait, c'est plus ce courant de red pilliste là. Et en fait, la red pill en soi, ce n'est pas mauvais. Ça apprend aux hommes à se construire et tout. Mais le problème, c'est que les coach de Red Pill là, qui me suivait en fait, votre message tombe dans les oreilles de certaines personnes qui ne sont pas encore aguerries pour bien comprendre, qui ne sont pas mûres pour comprendre le message que vous essayez de leur faire passer. Et en fait, ils deviennent des hommes toxiques. Et est-ce que c'est ce que vous avez vraiment envie de créer? Est-ce que c'est une génération d'hommes toxiques aux femmes que vous avez envie de créer dans le monde? Je ne crois pas. Donc, essayez de revoir le message que vous passez, la manière dont vous passez le message. Je pourrais citer des noms, mais voilà, je n'en citerai pas parce qu'en fait, moi, j'ai été victime de ça et ça pourrit certaines de mes relations et tout. Donc, moi, je regrette d'avoir trop suivi et d'avoir compris à tort et à travers ce courant red pilliste là et d'avoir été toxique dans mes relations parce que forcément, ça blesse l'autre. Et en fait, quand tu te retrouves avec une personne qui est trop attachée à toi, tu la brises de l'intérieur et tu tues en fait quelque chose en cette personne-là sans le savoir. Toi, tu es dans un truc, tu es inconscient. C'est après quand moi j'ai mûri, je suis monté en confiance, je suis monté plus en connaissance et quand je fais un regard extérieur du truc, je c'était très mauvais ce que je faisais en fait. Donc, quelque chose que moi je regrette, c'est d'avoir compris à tort et à travers, de m'avoir laissé influencer de la mauvaise manière par ce courant red pilliste. Attends ça. D'avoir construit une famille, c'est quoi? C'est avoir une femme. Avoir une femme, c'est faire la petite dot, la grande dot, connaissance des parents, ce que vous voulez. Faire le mariage civil, mariage religieux, c'est beaucoup, hein? Après, tu dis avoir un enfant, parce que la famille commence comme ça. Tu vas faire le premier enfant, tout ça, avec les chats qu'il y a autour. Currently, right now, I'm not ready for that. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Je me dis que je n'ai pas encore la maturité pour gérer ce genre de truc. Je n'ai pas encore la maturité pour gérer une famille. Même si ce que je renvoie, ce que je dégage, c'est totalement le contraire. Et je ne suis pas encore prêt pour ça. Donc voilà quoi. Après c'est ce que je me dis. Donc, mais après si ça tombe sur moi, je ne sais pas comment je ferai. Mais c'est ce que je me dis actuellement. Je me dis que je ne me sens pas encore prêt. Mais on ne choisit pas quand ça vient. Ça tombe sur les gens. Je prie que ça tombe pas sur moi d'abord. Donc voilà. Jamais. Jamais choisi entre l'amour et ma mission. S'il arrivait un jour que je devais choisir, ça dépend du degré d'amour, ça sera très très compliqué, mais littéralement je choisirais ma mission parce que choisir l'amour, c'est tout simplement arrêter de faire l'argent. Moi je ne peux pas arrêter de faire l'argent. Je ne peux pas arrêter de faire l'argent. Ce sera très compliqué de prendre cette décision-là, mais je demande à l'univers de ne pas m'amener sur ce terrain-là, de me donner quelqu'un qui comprendra ce que je fais et qui sera partie intégrante de cette mission de vie-là que moi j'aurai et qui va pas me faire des merdes, quoi. Donc, et déjà, si quelqu'un me demande de choisir entre elle et ma mission, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour moi. Donc, Bagmenton, allez, Bagmenton. Donc, on va devoir se séparer. Donc, je n'ai jamais encore eu à faire ça. Mais si ça arriverait, je choisirais littéralement ma mission parce que moi, je dis une chose. Générer de l'argent aujourd'hui, ça ne dépend pas de moi uniquement. Quand je dis ça, c'est que je ne suis plus le seul dans l'équation, en fait. Il y a beaucoup de charges chez moi, mes parents et tout ça. Donc, je ne peux pas me permettre de choisir la roue. C'est très mauvais de dire ça et les personnes qui véhiculent ce message-là, on doit littéralement les enfermer parce que le travail, c'est vrai que moi je ne suis pas pour le salariat, hein, mais je ne combats pas non plus le salariat parce qu'aujourd'hui tu as des gens qui sont des salariés mais qui ont payé $1 million l'année. Toi, en tant qu'entrepreneur, depuis tes 3 ans que tu as commencé, tu n'as pas encore fait ça. Lui gagne ça à l'année. Donc, je ne peux pas critiquer en soi le salariat, mais est-ce que c'est la voie que moi je prône? Est-ce que moi je me retrouvais salarié un jour? Je ne pense pas. Mais après, si le salaire est correct, si on me paye 10 millions de dollars par mois, vite, je deviens salarié. Mais pour un temps, ce sera forcément pour un temps donné. Donc, les personnes qui disent quitter votre emploi et
lancez-vous dans l'entrepreneuriat. C'est des personnes qui sont des mythos, qui ne comprennent rien à l'entrepreneuriat. Et le salariat te procure une sécurité. Si tu peux prendre de ton salaire et construire petit à petit ta vie entrepreneuriale avant de dire, OK, voilà, maintenant c'est totalement stable, je peux me permettre de faire ce que je veux. Avant de quitter ton salaire, c'est ce que moi je prône d'ailleurs, fais-le. Au cas échéant, ne quittez pas votre salariat. Sinon, vous allez manger quoi? Qui va payer vos factures? Les coachs qui sont sur Internet qui vous disent abandonnez votre emploi et tout ça. Ils ne vont pas vous nourrir, ils ne vont pas payer vos factures. Ça va être très chaud pour vous. Donc, be careful. L'argent change-t-il les gens? Non, l'argent ne change pas les gens. L'argent amplifie juste celui que tu es. Si tu es une merde, tu deviendras une merde monumentale, genre exponentielle quoi. Si tu as plus d'argent. A contrario, si tu es généreux de base, tu deviendras un ange sponsorisé, tu vois. Donc, voilà, l'argent ne change pas les gens, il amplifie juste le caractère de la personne. Oui, tu peux être en couple avec quelqu'un qui ne comprend rien à ton business, mais le truc c'est que tu vas construire dans deux mondes parallèles. Mais à un moment donné, il va falloir choisir le monde dans lequel tu veux vivre, quoi, en fait. Donc, construire avec quelqu'un qui ne comprend rien de ton business, ça dépend, mais pour mon expérience, comprendre un minimum de ce que je fais, les tournures, pas le côté technique, mais qu'est-ce qu'il fait? Si elle ne comprend rien du tout, genre c'est le jouer la nuit, parce que forcément, vous ne vous mettez pas ensemble d'un coup de tête, vous allez après à vous connaître, à forcément comprendre un peu. Sinon, si tu te mets avec quelqu'un qui ne comprend rien de ton business, tu construis deux mondes parallèles, mais à un moment, il va falloir faire un choix. Et à cette étape-là, c'est très très compliqué de faire le choix. Ils ne vendent pas du rêve sur Instagram, même sur TikTok. Ils vendent juste ton insécurité. Et toi, tu payes juste le prix de ta frustration. C'est tout en fait. Parce que en soi, ce n'est pas mauvais de partager son lifestyle sur Internet, de dire ok, voilà la méthode qui m'a permis de devenir libre. Mais en soi, tout le monde ne fait pas ça forcément dans l'intention de frustrer. Ainsi, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est un gourou vendeur de vendeur de rêves, que tu n'as pas encore testé sa méthode. Certes, il y a des vendeurs de rêves. Tu payes juste ton insécurité et ils te vendent juste ton insécurité. Tu payes juste le prix de ta frustration et le prix de ta haine et le prix de ton esprit fermé. Les gens échouent malgré tout ce qu'ils apprennent en ligne parce qu'en fait, ils ne veulent pas vraiment apprendre et ils n'apprennent pas vraiment parce qu'il y a Jason Fladlien qui dit l'apprentissage a lieu quand la transformation se crée. Et la transformation, c'est le passage à l'action qui le crée. Donc, les gens, ils sont dans une sorte de masturbation intellectuelle où ils accumulent énormément d'informations et ils se disent que c'est ça qui va les faire réussir. Non, si tu ne bouges pas, tu ne casses pas une pipe, mon ami. Tu ne peux pas faire des omelettes sans casser des œufs. Passer à l'action, c'est tout ce qui vous aidera à avoir des résultats. Tu peux réussir sans te lever à 5 h du matin? Oui, tu peux totalement réussir sans te lever à 5 h du matin. Et d'ailleurs, le corps qui se lève tous les jours à 5 h, 4 h du matin, mais son avenir est dans la marmite. Et donc, ce n'est pas l'heure à laquelle tu te lèves qui fait que tu réussis ou pas. C'est ce que tu fais quand tu te lèves. C'est vrai qu'il a été prouvé scientifiquement que le matin, notre cerveau est plus frais aux environs de 4 h, 5 h du matin pour travailler et tout, pour pondre les idées. Parce que moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et je suis un lève-tôt. J'ai pris l'habitude à cause de ma grand-mère. J'ai grandi avec elle quand j'étais enfant. Et en fait, les matins à 5 h, on vient te réveiller avec pamatois, la cravache et tout ça. Parce que tu dois être debout. C'est à la dure. C'est l'éducation militaire que nous, on a reçue. Et moi, ça m'a gardé jusqu'à présent. Et je vais l'inculquer aussi à mes enfants. Mais je ne peux pas demander à tout le monde de se réveiller à la même heure. C'est vrai que voilà, se lever à des heures indues, j'ai une rage contre des personnes qui se réveillent après midi, qui se réveillent à 17 h, ce genre de personnes énervent. Mais après, si c'est justifié en mode j'ai dormi à 7 h du matin, à 8 h du matin, là tu as travaillé pendant toute la nuit, encore là c'est compréhensible. Mais voilà, c'est pas l'heure à laquelle tu te réveilles qui fait tout simplement que tu réussis, c'est ce que tu fais pendant ce temps-là. Tu peux te lever, quelqu'un peut se lever et travailler 30 minutes, 10 minutes, même 15 minutes, 1 heure maximum par jour, fait 50 000 € par mois. Quelqu'un il sera là derrière son écran H24, mais il galère à faire même 200 000 francs CFA par mois. C'est la triste réalité des choses. Donc, bonne opportunité, bonne exécution au bon moment. C'est ça qui fait la réussite. Ce n'est pas se lever à 5 h du matin. Le vrai luxe dans une vie d'entrepreneur, c'est pouvoir travailler sans avoir de contraintes, pouvoir générer de l'argent sans peut-être avoir montré sa tête, être en bac. C'est d'avoir le choix. C'est vraiment d'avoir ce choix-là. Le vrai luxe, c'est d'avoir le choix.
Les personnes qui réussissent en Afrique ont compris que l'Afrique n'a pas besoin de motivation, de développement personnel à la con. L'Afrique a besoin de solutions qui sont adaptées à leur contexte. Tu ne vas pas amener quelque chose qui ne parle pas aux gens et faire l'entrepreneur du 21e, le USA man ou le French entrepreneur et penser que tu vas réussir. Tu vas te ramasser la gueule, échec sur échec. Quand tu vas venir t'adapter à la réalité du marché, tu vas réussir, tout simplement. Non, jamais je n'ai arnaqué des gens, mais j'ai déjà été tenté par la facilité. Mais en fait, j'ai appris que tricher, ça revient toujours quoi. Et en fait, on ne triche pas avec la compétence technique. Moi, je fais un truc purement technique. Donc, si tu triches, ça va totalement te rattraper. Arnaquer les gens, non, parce que je veille à ma réputation. Je veux que les gens disent plus de bien que de mal de moi. Je sais que les gens qui vont dire de mal, ils ne vont pas manquer. Si vous voyez demain quelqu'un qui sort de nulle part et qui dit « Jeff m'a arnaqué » et tout, parce que c'est le langage, on vous connaît. Le langage des Africains, il m'a arnaqué. Oh, il a payé le programme et il demande après un remboursement. On a dit que c'est après 180 jours qu'il y a un remboursement. Il vient, il dit que là, on n'a pas envoyé son argent. C'est combien on n'a pas envoyé? Donc voilà, je n'ai jamais arnaqué les gens. Tout le monde ne peut pas réussir justement parce que qui va servir les autres? C'est peut-être égoïste, c'est peut-être hautain de ma part, mais en fait, tout le monde n'est pas prêt à traverser ce chaos-là, cette dureté-là qu'il faut pour réussir. Tout le monde ne veut pas avoir passé des nuits blanches. Il y a des gens qui veulent juste se reposer, juste dormir, avoir le minimum. Et on ne leur en veut pas pour ça. Donc, les gens ne sont pas prêts à se bouger les culs, mais le problème va venir au moment où tu vas commencer par te plaindre de ta situation et dire que tu es dans telle situation. Or, tu ne fais pas les actions pour avoir les résultats que tu as envie. Le problème va venir de là. Donc, que quelqu'un veut gagner des miettes par mois ou ce qu'il veut, c'est son problème. Mais quand la vie va commencer par le serrer et il va commencer par venir se plaindre, c'est là où on ne sera pas d'accord avec lui. Donc, tout le monde ne peut pas réussir, justement. C'est 13 000 €. C'était en fait une période où je travaillais, je n'avais pas de résultats. Les gars, vous n'avez pas prospecté plus que moi, je vous jure. Je prospectais à fond des mois, 7 mois, 8 mois, zéro résultat, mais je continuais toujours. Et bim, un deal de 13 000 € vient. Le jour là, c'était la preuve pour moi que le système marche. Et quand tu continues toujours, quand tu es résilient, ça finit toujours par marcher. Donc, la plus grosse journée a été 13 000 €. Après, pour mes clients, on a déjà fait une soirée à 50 000 €. Donc, mais pour moi, personnellement, 13 000 €. Combien d'années de souffrance m'ont permis de gagner mon premier million? Je dirais 3 ans. En haut, je n'ai pas encore généré le million d'euros pour moi-même, mais pour moi et tous mes clients, tout ce qu'on arrive à générer, ça dépasse largement le million d'euros. Je sais même pas, on sera peut-être dans les 2 millions d'euros. Combien d'années ça m'a pris? 3 ans. Oui, tu peux réussir en Afrique sans tricher, mais pas sans résister à la tentation. Parce que quand tu es dans un contexte africain où la voie que tout le monde connaît, c'est la cybercriminalité, tu es forcément tenté. Tout le monde a été tenté par ce truc-là, mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Non, parce qu'en fait, le karma rattrape toujours. Et en fait, même dans les pays maintenant, surtout le Bénin, il y a des procédures qui ont été mises en place pour démanteler tous les cybercriminels. Je crois qu'actuellement, il n'y en a même plus. Parce que dans un moment, c'était vraiment un phénomène très répandu. Donc, oui, on peut réussir en Afrique sans tricher, mais il faut savoir résister à la tentation. Tu as déjà consulté un marabout, un voyant ou un pasteur pour ton business? En d'autres sens, oui, j'ai déjà consulté pour mon business, mais plus tard, je me suis rendu compte que les personnes qui réussissent ne sont pas des personnes qui se concentrent sur le futur, c'est des personnes focus sur leur input. Les inputs, parce que moi, je dis souvent quelque chose, quand je travaille, je mets les actions en place. I owe it to myself to be great. Je le dois à moi-même pour être meilleur. Tu vois? Donc, ce que tu fais, c'est pour toi-même et les actions que tu mets, les graines que tu plantes aujourd'hui vont fleurir, donner des fleurs, des plantes, des arbres demain. Donc, oui, j'ai déjà consulté, c'était dans un contexte, tu connais, où les pasteurs qui font les visions, ils te disent, tu es destiné à de grandes choses. Mais je vois la prison devant. Je vois un accident. Ouais, des trucs comme ça. Et plus tard aussi, j'ai consulté un thérapeute énergétique pour savoir c'est quoi ma mission de vie. Et on m'a tout simplement dit que voilà, je ne vois encore rien pour toi. Continue de faire juste ce que tu fais. Et voilà, ça va venir avec le temps. Est-ce que tu crois que l'argent a une énergie, une fréquence? Oui, l'argent a une énergie, une fréquence. Et l'argent ne va pas où c'est désordonné. Les moments où moi j'ai plus fait d'argent, c'est les moments où ma maison était clean, tout était propre. Moi, je suis un maniaque de la propreté.
priorité. Parce que ton environnement détermine aussi l'argent que tu fais. Tu ne peux pas vivre dans une merde comme appartement, espérer faire beaucoup d'argent. C'est contradictoire. Donc, l'argent est une énergie et il faut tout simplement s'aligner à cette énergie-là. Nikola Tesla dit qu'il faut réfléchir en termes d'énergie, de fréquence ou de vibration. Et donc, si l'argent est peut-être à cette fréquence-là et que toi, tu es sur cette fréquence-là et que tu veux avoir l'argent, il faut pouvoir t'aligner, travailler et t'aligner à la même fréquence que l'argent avant de pouvoir recevoir l'abondance d'énergie que l'argent te procure. Donc, totalement, l'argent est une énergie. Et en fait, l'argent, c'est comme les femmes. C'est le fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Donc, si tu cours derrière l'argent, tu ne vas pas l'attirer, il va fuir. Et si tu l'attires, tu mets en place les actions qu'il faut, il va tout simplement venir vers toi. Donc, l'argent, c'est totalement une énergie. Les gens intelligents galèrent à faire de l'argent parce qu'ils veulent comprendre le fond au lieu d'exécuter. Les gens intelligents, c'est bien d'être intelligent et d'être smart et tout ça, mais tu peux être intelligent sans être smart. En fait, quand je vois quelqu'un qui est intelligent et qui ne fait pas d'argent, je dis c'est juste un con qui a juste beaucoup d'informations dans son cerveau. Il ne sait pas quoi faire avec. Un intelligent qui ne fait pas d'argent, c'est juste un con qui a juste beaucoup d'informations inutiles dans son cerveau. Si vous êtes intelligent aujourd'hui, c'est bien, hein, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action et arrêter de se poser des questions pourquoi, si c'est comme ça, si c'est comme ça. C'est bien, vous êtes fort, hein. C'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, les gens les plus intelligents et tout, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. En fait, aujourd'hui, quand tu rentres dans le monde des SaaS, par exemple, les développeurs, c'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent, ce sont les marketeurs qui gagnent le plus d'argent. Parce que les développeurs, les devs et tout, ils sont trop intelligents, tu vois. Mais marketer, ce n'est pas leur fort. Donc, à un moment, arrêtez d'être intelligent et soyez bête, limite, et passez à l'action, mettez les trucs en place et voilà quand vous aurez des résultats. Oui, totalement. Le succès est lié au trauma parce qu'on ne construit pas un empire quand on est dans la joie. Non, tous les empires qui ont été construits parce qu'il y a une guerre, il y a un conflit qu'on voulait avoir plus et tout ça. Donc, forcément, il y a eu des traumas. Donc, le succès est lié au trauma et plus tu auras de trauma, plus ta rage pour atteindre ce succès-là sera élevé, quoi. Le prix réel, la liberté financière, c'est les nuits blanches, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est limite le burn-out, c'est la dépression et voilà. Si l'entrepreneuriat était un temple, l'épreuve pour y entrer, ce sera de tuer la version passée de toi, d'accoucher une nouvelle version de toi avant tout simplement d'entrer dans cette voie-là. Parce que, en fait, l'entrepreneuriat détruit un peu ton identité passée. Tu ne vas pas garder le même mindset, la même mentalité pour même être la même personne pour entreprendre et surtout entreprendre et réussir. Est-ce que tu as peur de réussir? Non, je n'ai pas peur de réussir. J'ai plutôt peur de m'égarer en réussissant. Parce que, en fait, il y a plein de personnes qui réussissent et, en fait, commencent par cracher sur les autres, traiter les gens de merde et tout ça. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. C'est une image que j'ai pas envie de envoyer parce que je sais comment la vie est dure. J'ai traversé des situations très compliquées, très difficiles et je sais que, voilà, cette souffrance-là, je ne voudrais pas que d'autres personnes les vivent parce que je sais ce que ça fait d'être humilié. Ça te brise ton ego, ton estime de soi et c'est compliqué en fait. C'est pourquoi je parle, je partage, j'apporte de la valeur. J'essaie de créer un maximum d'impact comme je peux et il m'arrive même parfois de retourner chez ma mère dans mon ancienne chambre de 2,5 mètres carrés et de voir les murs qui sont marqués par mon ancien vision board et sentir vraiment l'énergie d'où j'ai quitté. Et ça me permet d'avoir les pieds sur terre, quoi. Voilà. Ah, son balance frigo, quoi. Je n'aime plus me rappeler des choses comme ça. La triste réalité, c'est que c'est dur, c'est très dur d'avoir une mission de vie, d'être vraiment focus et de ne pas céder à la tentation. C'est très dur, mais comme on le dit, Dieu n'oublie pas les siens. Je suis un enfant de Dieu, donc Dieu fera quelque chose pour moi au moment venu. Donc, mais la réalité, c'est que c'est dur. Alors, si vous avez suivi cet épisode aussi long qu'il soit de Hey Jeff, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, entrez dans le train de la liberté financière. Ici, c'est Jeff Atolo, Freedom Addict. Donc, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Si vous tombez sur un des shorts, cliquez sur le lien dans ma bio et abonnez-vous et allez voir la vidéo complète. Pas faire de la désinformation.
Donc, voilà un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je laisse mes réseaux, mon WhatsApp, mon Insta aussi. Et chill quoi. Prenez soin de vous. Je vous aurai beaucoup d'amour. À très vite. Ciao.